Très ravi de nous retrouver. Toutefois, gardons présent en mémoire l'âme de la devise du Forum de médias constituée dans cette trilogie, à savoir fidélité, efficacité et régularité. La configuration du plateau de ces numéros, la voici. Nous partirons de notre gauche et votre droite à la maison. C'est Robert Ngambi, je suis secrétaire permanent adjoint chargé des affaires provinciales, questions idéologiques et questions électorales au Parti Lumumbiste unifié du vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga, et je détiens également une charge horaire à l'Université pédagogique nationale. Après Ngambi. C'est Mami Abongo, je suis analyste indépendante au service de mon pays, la République démocratique du Congo. Mami Abongo, et nous voici avec... Ingénieur Kapangana, je suis agronome et fermier, mais je suis aussi consultant en développement organisationnel et institutionnel. Je suis cadre de la société civile. Et vous dites quoi, monsieur Steve? Non, bon, je pense que vous lui avez donné la lumière. On peut être agronome sans être fermier. C'est-à-dire, on arrache son diplôme d'ingénieur et puis on s'engouffre dans un bureau comme la plupart de mes amis qui sont ici au ministère de l'Agriculture. Mais moi, je suis tout cela comme eux, mais en même temps, je suis pratiquant sur le terrain. Opérateur. J'ai une ferme, donc une ferme, c'est une entreprise agricole, donc j'ai une ferme. Voilà. Vous avez les porcs qui n'ont pas de graisse, hein, comme d'autres porcs. Hein. Les porcs avec la peau sans graisse. Hein. Sans graisse. Vous avez goûté à ça? Bien entendu. Alors, après les fermiers. Parti Joseph Lendo, méritocrate. La méritocratie, c'est une très très bonne chose. Et donc, laissez-moi vous dire rapidement que de la manière dont vous avez lu certains intervenants, laissez-moi vous dire que l'émission Forum des médias a du répondant en dehors du pays, surtout à l'Occident, dans la diaspora congolaise, et que les amis voudraient bien, d'une manière ou d'une autre, contribuer à ce que nous leur avons dit. Ils ont trouvé que c'était inadmissible que le présentateur de l'émission soit à pied. Et ils m'ont prié de poser les problèmes à haute voix. Si jamais la RTNC pouvait s'affairer pour qu'on vous mette une unité de mobilité et que la douane soit prise en charge par la RTNC ou le gouvernement congolais. Donc voilà. Et pour ce faire, un compatriote m'a remis une belle montre pour vous. Donc je n'aimerais pas que Démon puisse dire parti menteur, il n'a pas présenté les cadeaux. Merci. Surtout que je suis habitué à ça. Merci. Ils ont montré la chose. Oui. Voilà. Ah. Wow. Une jolie caméra. Vraiment. Il faut montrer à la caméra. Ça commencera à l'heure. Ça, c'est pour les directeurs. Elle est votre cours. Vous pouvez plonger avec ça dans l'océan. Voilà. Bon, merci pour les cadeaux. Merci. Alors, nous pouvons maintenant revenir sur la présentation et allons à notre droite, qui est votre gauche à la maison. Et nous tombons sur... Jean Lokaka, cadre du PPRD. Après Lokaka, cadre du PPRD... Gandhi Kassende Bokabo, jurisconsulte spécialisé en droit international public. Et puis, au-delà de ça, j'ai une expérience au niveau des entreprises, que ce soit des commissions de contrôle de la médecine du travail. J'étais même au conseil du deuxième syndicat parisien, la CFDT, au conseil d'administration également, et dans le conseil d'administration de mon entreprise. Donc j'ai une expérience de plus d'une décennie, près de 20 ans, en tant qu'administrateur. Je connais bien le rôle de l'administrateur. Au-delà, j'avais aussi une responsabilité de coordination des différents services dans mon entreprise qui dépend de ce qu'on appelle la caisse de dépôt et consignation. Ceux qui connaissent la France connaissent la grandeur, la dimension de cette entreprise. Merci. Oui, alors... Bonjour. Ici au Forum des médias, je représente UDPS Média.
en qualité de secrétaire national à l'UDPS, en charge de la communication, information et médias, et porte-parole. Et je réponds au nom de Simon Adrien Kalinga. Après Simon Adrien Kalinga. Oui, c'est M. Loutoumabangou Junior, communicant. Loutoumabangou Junior, communicant. Vraiment, ça, une présentation brève. Et puis Eri Massimbo, analyste politique, chercheur en anthropologie politique et de développement. Les sommaires. Les cris d'alarme lancés par le pape François à la communauté internationale de retirer leurs mains de la République démocratique du Congo, car la République démocratique du Congo n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser, sonne encore fort dans nos oreilles. Sur le terrain, comme vous pouvez le remarquer, le rôle de ces pilleurs s'accomplit par le M23. Enrôlement à l'élection 2023 en province, surtout dans la zone 3. L'opération se déroule encore, mais on nous dit que les enfants sont d'être enrôlés pour avoir des cartes d'électeurs. À ce propos, nous avons approché le bureau central de CENI qui avait promis d'être présent à l'émission, mais voici qu'ils ne sont pas là. Mais nous allons en parler quand même, puisque les images circulent. Un autre point qui est important aussi, dans tous les domaines, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, la République démocratique du Congo compte des diplômés des universités. Mais avec ces diplômés, nous avons les résultats escomptés sur le terrain. C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Le chef de l'État signe et persiste qu'il n'y aura pas de négociations avec les M23. C'était au cours d'un point de presse qu'il a animé conjointement avec le président helvétique en visite officielle dans notre pays. C'est de cela que nous allons parler dans cette émission. Commençons par le chef de l'État, parce qu'il s'agit d'un problème sécuritaire de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État dit qu'il n'y aura pas de négociations avec le M23, malgré les pressions qu'il subit de gauche à droite, de ceux-là, des pilleurs même, qui essaient d'influencer. Si ceux qui nous ont fait cette guerre soutenue par le Rwanda sont des Congolais comme ils l'affirment, ils devraient normalement accepter de rentrer dans ce processus de désarmement, démobilisation et réinsertion et rentrer à la vie civile. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. Mais en même temps, sans atermoiement, les M23 répond s'il n'y a pas de négociation, donc il n'y aura pas de désarmement. Comment est-ce que vous avez analysé cette situation? Avec quelle arrogance? Comment est-ce que vous traitez cette arrogance du M23 qui répond sans négociation avec le gouvernement congolais, pas de désarmement? Monsieur Lokak. Je vous remercie sincèrement. Je crois que la position forte de la République démocratique du Congo serait une position patriotique et loyale par le biais de son président. Parce que le gouvernement de la RDC avait donné une connotation au mouvement M23 qui serait qualifié d'un mouvement terroriste. Et que la souveraineté d'un pays ne peut pas être négociée face à un groupe terroriste. C'est-à-dire institutionnellement parlant, constitutionnellement et légalement,
ce malsain à un État de négocier avec un groupe terroriste qu'il faut éradiquer. Et donc, cette position de la République démocratique du Congo par le biais de son Excellence, Monsieur le Président, serait une position loyale et patriotique de la défense des intérêts de nos aïeux et de la patrie congolaise. Mon pays doit lancer une guerre longue et populaire. Et tout le monde doit combattre et éradiquer le M23. Ok. Alors, monsieur Kambele, vous dites quoi, cette arrogance de fameux porte-parole du M23? Merci Noël pour la question. Vous dites qu'ils sont arrogants et avec raison parce que leur avenir, ce mouvement-là a son avenir déjà dans le passé. Dans la mesure où la prise de conscience nationale à l'heure qu'il est à un point tel que le peuple congolais dans son ensemble ne pourra plus faire marche arrière. Alors, ce qu'il faut arriver à dire, c'est enlever la falsification, ne plus tolérer la falsification de l'histoire de ce pays. Vraiment, là, je parle, c'est du fond du cœur d'un Congolais, meurtri par toutes les tueries qu'il y a à l'est du pays. Il faut que nous restituions la vérité à notre histoire. Il y a des appellations qui ont vu le jour dans le cours récent de l'histoire de notre pays, qui sont une falsification de l'histoire de ce pays. Remontons aux archives gardées dans les armoires à Tervuren. Il y a des noms de communautés qui n'en sont pas connus de l'histoire de notre pays. Je ne veux pas créer un procès, mais je veux dire seulement que les noms qui n'ont pas existé comme peuplade ou tribu ou ethnie de ce pays, de par notre histoire, nous devons les dénoncer et les effacer de l'histoire de notre pays. N'appelons pas par des noms compliqués ou contournés, inventés, des populations venues de pays voisins pour leur donner une population à connotation congolaise. Prenons notre responsabilité. Rétablissons les populations connues dans ce pays pour que notre pays qui est ouvert au monde, qui accepte ceux qui viennent d'ailleurs, mais qu'on ne falsifie pas l'histoire. Et Congolais, nous connaissons Congolais. Ceux qui ne sont pas Congolais ne sont pas Congolais. Mais nous ne refusons pas qu'un étranger devienne Congolais par naturalisation. Mais ne nous trompez pas que vous êtes Congolais d'avant la création du monde, quand vous ne l'êtes pas. Et ça, le Congolais, nous devons prendre conscience une fois pour toutes et pour de bon. À ce moment-là, vous verrez les velléités de l'arrogance de ces voisins-là va s'estomper. Appeler ces gens-là par le nom de leur pays, ne passez pas par des quatre chemins pour commencer à les appeler. Monsieur Simon, même moi qui suis avec vous sur le plateau, je ne vous comprends pas. Vous voulez parler en clair, vous voulez dire quoi exactement? En clair. Congolité. Je ne parle pas de la Congolité, je parle... la nationalité congolaise s'acquiert par les méthodes telles qu'elles sont définies dans notre Constitution. Ce sont des étrangers, ce sont des forces étrangères qui prennent une connotation congolaise pour prétendre à des négociations avec notre gouvernement. Quelle est l'ethnie congolaise d'origine ici qui négocie avec le gouvernement? Est-ce que pour être congolais, il faut négocier avec le gouvernement? On est congolais, on est dans le pays. Quel intérêt une ethnie congolaise a à négocier particulièrement avec le gouvernement congolais? Ça n'a pas de lieu, ça n'a pas de sens. C'est ça. Clair. Ok, c'est clair. Donc, Eri, oui. Qu'est-ce que ça cache? L'arrogance du M23. Ça cache. En fait, d'abord, coup de chapeau et félicitations au président de la République pour avoir encore une fois réitéré sa volonté de non-intégration de ces forces négatives
au sein de nos forces armées. Parce que ces forces-là regorgent le germe de l'infiltration et de la déstabilisation du pays. Il ne faudrait pas continuer à donner l'expérience à Paul Kagame et au régime de Kigali, l'expérience qu'ils ont eue depuis les années 1997, à l'entrée de l'AFDEL, où il y a eu une grande vague de l'infiltration de notre armée, de notre appareil sécuritaire et aussi des institutions politiques. Ça, il faut se le dire. En 2011, il y a eu la même chose, si pas en 2006. Donc, M. Kagame a eu une certaine expérience par rapport à ces vagues, à ces cycles infinis des infiltrations à travers CNDP, négociations, démobilisation, réinsertion, partage de pouvoir. Avec le M23, c'était la même chose. Démobilisation, réinsertion, partage de pouvoir, reconnaissance comme parti politique. M. Kagame, durant tous ces cycles-là, a réussi son coup du siècle, qui était celui d'infiltrer notre appareil sécuritaire. Et aujourd'hui... Il a bien réussi. Il avait bien réussi, oui, nous le disons. Et aujourd'hui, nous avons eu un chef de l'État, un régime, qui s'est aligné dans la logique patriotique, qui est celle de mettre un terme à ces cycles d'infiltration. Très bien. Et le chef de l'État a dit non. Ceux qui se disent Congolais, qui se reconnaissent comme des Congolais ou avoir la nationalité congolaise, doivent s'aligner dans la logique des programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et la stabilisation du pays. Parce que les Tutsis, soi-disant, entre guillemets, congolais, ne sont pas le seul peuple ou la seule tribu minoritaire dans ce pays. Nous en avons les Pygmées, qui sont d'ailleurs des autochtones de ces pays. Dans certains coins du pays, ils n'ont même pas le droit à la terre. Ils dépendent des autres. Mais ces peuples-là, ces tribus-là, minoritaires, n'ont jamais réclamé par la voie des armes, ni par des voies politiques, quoi que ce soit, portion de terre ou un poste au sein des institutions. Jamais. Jamais, alors jamais. Mais pourquoi seulement ces soi-disant Tutsis congolais? Ils ne le sont pas d'ailleurs, il ne faut pas les donner ces droits-là. Donc aujourd'hui, nous devons nous aligner sur la logique du chef de l'État et de tout le Congolais d'ailleurs, de mettre un terme à ces cycles d'infiltration. Plus question de mettre au sein de nos appareils judiciaires, de nos appareils sécuritaires, les Rwandais. Même étatiques. Ils y sont encore. Bien évidemment, non, mais les cycles de désinfiltration ou d'ex-infiltration, ce n'est pas peu de choses. Au moment où quelqu'un a eu à reconnaître cela et à accepter différemment au régime passé, qui était une forme pour le régime passé de payer le prix de la paix en acceptant leur entrée au sein des institutions et de l'appareil judiciaire. Ça, il faut se le dire. Joseph Kabila les acceptait à travers les accords. Mais Tshisekedi dit non. Quoi de plus normal pour un patriote de refuser cela? D'accord. Alors, Patilendo, la réplique de M23, vous donnez quel sens à cette réplique-là? Mais Noël, par rapport à la question de l'Est, je dirais d'abord pour rassurer les Congolais. Et ça, je voudrais le dire, je m'excuserai, en Ngunza que je suis, et au nom de Mfukimbangu, la RDC ne sera jamais balkanisée. Ça, je l'ai dit, je m'assume et que les gens écrivent.
De deux, Noël. La question de l'Est avec cette arrogance de M23. Évidemment, je me réjouis de ce que vous ayez soulevé cela. Mais je l'ai soulevé à Paris au restaurant Continental Hotel à la Grande Place avec deux hauts responsables du Quai d'Orsay. Et d'ailleurs, celui qui me conduit, celui qui vous a offert la montre, M. Viking Poutou, que je saluerai. Je pose la question à mes interlocuteurs. Mais pourquoi vous continuez tant à humilier la RDC? Mais les Français me disent, mais vous êtes chrétien, non? Une maison divisée contre elle-même est à la portée de l'ennemi. De deux. Ils disent, mais vous voyez vraiment la rébellion là, faire tout ce que le fait. Vous ne voyez que l'Occident, tant mieux. Mais vous ne vous voyez pas vous-même. Il faut se dire que la force de M23 ne vient pas forcément de l'Occident ou des impérialistes, mais ça vient de certains d'entre nous. Je fais ma part de réponse à qui de droit. Et ça, bon, à qui de droit de faire ce qu'il peut en faire. Voilà les grands problèmes. Quand vous voyez l'M23 vous dire crûment comme ça, disait le maréchal Mobutu, s'il n'y a pas ça, nous n'allons pas nous désarmer. Mais elle tire cette force d'où? C'est ça le problème, c'est ça la question. Voilà. Ce sont, d'ailleurs, je l'ai suivi, c'est pas de l'extérieur avec le président Mbosso. Une fois il criait dans l'hémicycle, vous aussi les députés, quittez le mouvement rebelle. Mais Mbosso l'a dit, non? Vous avez suivi. Mais où sont ces députés qui sont dans le mouvement rebelle? Donc je donne raison à ces Français. Il n'a pas dit un seul député. Même le président Mbosso a dit, vous aussi, quittez les groupes rebelles. Mais ça c'est très grave. Il connaît le nom. Pourquoi on doit continuer à faire l'hypocrisie? Il faut attendre ça des Français. Il y a des hypocrites parmi nous. C'est de là que vient la plus grande part de l'arrogance de ces jeunes gens. Des infiltrés, comme qui dirait. Okay. Consolidons notre cohésion. Faisons éclore le vrai patriotisme. Transcendons nos petites contingences politiciennes. Que c'est Kamberembere Tokotala Soka Kolonga. Nabandi Kindoki Simane. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, Ngambi. En relations internationales et même en Sciences Po, quand vous voyez celui qui pensait être fort, être le premier à demander les négociations, ça veut dire qu'il est essoufflé. Parce qu'on ne prend pas les armes pour aller demander à la fin de négocier. L'objectif pour lequel le M23 avait pris les armes, c'est de venir négocier. Et négocier quoi? Parce qu'ils n'ont jamais transmis leur cahier de charge au gouvernement de la République et que le gouvernement républicain n'avait pas pris en charge, en compte ces cahiers de charge pour dire voici pourquoi le motif pour lequel nous avons pris les armes. Je crois qu'aujourd'hui, la pression au niveau interne avec notre armée, au niveau de la sous-région et même au niveau de la communauté, ce qu'on appelle entre guillemets la communauté internationale, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas atteindre l'objectif pour lequel ils font pris les armes. Et ils commencent à se poser des questions. Qu'est-ce que nous deviendrons demain? Parce qu'on n'est pas capable d'atteindre l'objectif. Et ils posent cette question au concepteur intellectuel Paul Kagame. Parce qu'en fait, c'est son mode opératoire. On vous amène l'AFDEL, après on intègre le Rwandais dans l'armée. Mutebussi, Mankenga, qui encore RCD Goma, Kunda Batouare, le dernier ici en 2013, c'est celui Mankenga. Mankenga, oui. Sultani Mankenga. Ils aiment bien les noms de chez moi là. Lui est Mankenga ou Mampasi. Mutebouzi, tout consort. Donc, ce qui fait que ceux qui n'avaient pas cru que le chef de l'État était sur une démarche qui pourrait redonner l'honneur à la République
et mettre fin au mode opératoire de Paul Kagame, aujourd'hui, ils se rendent compte que l'intransigeance du chef de l'État est en train de payer, parce que si nous réglons ce dossier du M23 par la non-intégration et un accord quelconque, je crois que Paul Kagame, par le nombre d'années qu'il lui reste encore à vivre sur la terre, ne reviendra plus pour commencer le même mode opératoire. Et je pense aucun autre président successeur de Paul Kagame rwandais ne pourra prendre le Congo comme zone de théâtre, de sale besogne pour prendre les coltans du Congo. Je crois que c'est une bonne chose. Les Congolais, nous devons saluer le demain. Mais vous ne pensez pas que Paul Kagame soit un simple instrument? Vous pensez que entre le cerveau et la main qui détient la machette, si vous voulez arracher la machette, vous allez taper le cerveau ou taper les bras? Ok. On peut le remplacer. Hein. Non, quelqu'un détient, voilà, la machette est là. C'est le bras qui détient, non? Mais est-ce que c'est le bras fonctionne sans le cerveau? C'est le cerveau qui commande le bras, il soulève la machette. Mais si vous voulez arracher la machette, vous allez taper le cerveau, vous avez tapé le bras. Le bras. On va taper les bras. Ok. Alors, Madame Abongo. Merci beaucoup, Monsieur Noël, pour la parole. Concernant la position du chef de l'État, c'est une position qui me conforte personnellement, parce qu'on a cessé de dire autour de ce plateau qu'on ne peut pas négocier avec les rebelles. Les terroristes, les agresseurs, pardon. C'est pas des rebelles, les agresseurs. On ne peut pas négocier avec un ennemi qui vient vous agresser sur votre propre sol. C'est comme quelqu'un qui entre dans votre maison, qui vient tuer les membres de ta famille. Tu n'as pas à négocier avec cette personne. Tu prends la machette, tu la sommes. Et aujourd'hui... On coupe pas les bras. Oui, vous coupez le bras. Il faut chercher à le neutraliser. Aujourd'hui, la position du chef d'État, on ne peut pas négocier avec des agresseurs, c'est vrai. On ne peut pas négocier avec eux. Concernant la position de... Parce qu'il a donné aussi la raison. Pourquoi on ne peut pas négocier avec les agresseurs? Parce que c'est un modus operandi que nous connaissons. Ils prennent les armes, ils tuent les femmes, les enfants, et après on leur donne des postes. Et aujourd'hui, il dit pas de négociation, pas de désarmement. C'est un cri pour eux. Ils se croient forts parce que la MONUSCO avait dit en son temps que le M23 a des armes qui sont plus sophistiquées que la MONUSCO. Ça les confortait. Et ils ont aussi des appuis de leur base arrière. Et le M23 se croit fort. Or, le M23 ignore une donne qu'est la population. La population ne veut pas de lui. Et aujourd'hui, de plus en plus, la communauté internationale élève le ton, dénonce aussi cette guerre idiote, cette guerre atroce qui cause des morts chez nous. Et lorsque le M23 dit qu'il n'y aura pas de désarmement, mais il est en train de quitter des localités, il devait rester. Pourquoi aujourd'hui il est en train de quitter les localités? Et quand il dit qu'il n'y aura pas de désarmement, le M23 croit vraiment qu'il est plus fort que ces forces-là de l'EAC, à moins que ces forces-là soient de mèche avec le M23. Si réellement ces forces-là sont venues pour, à titre offensif, chercher à ce que réellement ce cessez-le-feu puisse prendre forme, je ne crois pas que le M23 va s'entêter pour qu'on les amène qu'on amène ces soldats-là dans le cantonnement et prendre les Congolais, retourner à la vie civile. Les Rwandais, ils peuvent rentrer chez eux. Moi, je pense que le M23 est en train de se croire fort, mais au contraire, le M23 est en train de perdre un peu sa force, parce qu'il ne sera pas toujours soutenu. Il croit qu'il est fort, il a des répondants ici, quelqu'un l'a dit. Il y a les bras de M23 dans les institutions, il y a les bras de M23 dans l'armée, il a des bras ici dans notre gouvernement, des gens qui communiquent avec le M23, qui vendent les informations au M23, qui fait que le M23 reste fort. Mais avec le temps, on remarquera que ce M23 ne sera plus fort. Donc, il est en train de monter les enchères, mais tout en sachant qu'il n'est plus fort. Alors, qu'est-ce que nous devons faire face à l'arrogance du M23? Il faut seulement préparer notre armée à le mater. Parce qu'on ne va pas négocier.
ils n'iront nulle part. Ils ne seront pas dans les institutions. Il faut les mater. Et ça, c'est le rôle de notre armée maintenant. Parce que, comme ils sont en train de quitter certaines localités et que c'est l'EAC qui remplace, notre force armée doit aussi intervenir pour mettre fin à ce que le M23 est en train de faire. Alors, M. Le Tour. S'ils sont congolais, ils doivent désarmer, démobiliser et réinsérer, s'ils le sont. Mais comme ils ne le sont pas, on doit les éradiquer. C'est peut-être dur hein, comme mot, mais c'est comme ça. On va les neutraliser. Il n'y a pas de négociation. Maintenant, par rapport à l'EAC, moi je l'ai toujours dit que les accords que nous avons signés avec l'EAC, bon, on doit être un peu clair sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui a été écrit? Qu'est-ce qui a été prévu? Mais les chefs parlent déjà d'amorcer leur évacuation. Je crois que le chef, à un moment donné, on l'a vu la vidéo avec le chef d'état-major du Kenya. Hein, il y a une espèce de ras-le-bol quand même. Hein, voilà, il faut dire les choses. Il y a une espèce de ras-le-bol. Vous êtes venus pour nous prêter main forte, mais on ne le sent pas sur le terrain. Alors, si vous ne servez à rien, il faut partir. Parce qu'une force qui vient sur un territoire, que ce soit en interposition ou en aide, ça coûte cher. Qui va payer tout ça? C'est les Congolais qui payent. Parce que jusque-là, on ne parle pas de la facture. Ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. Pas du tout. Voilà. Donc ça coûte cher. Tous les jours qui passent sur le territoire congolais, ça sera facturé un jour. Et l'EAC n'a pas de caisse pour... Très bien. Le fonctionnement des organisations. Même les Américains sont allés en Irak. Jusqu'aujourd'hui, ils facturent les Irakiens leur intervention. On n'a pas demandé aux Américains de négocier avec Ben Laden. Notre Parlement a été clair sur ce point-là. Ce sont des terroristes. On ne négocie pas avec les terroristes. Vous avez parlé de la métaphore de la maison, oui. On est agressé, bon, on se défend. On repousse ou on les éradique. Maintenant, je crois qu'il faudrait une vraie réunion de clarification avec les chefs d'État de la sous-région, avec le président de la République, hein, pour qu'on mette vraiment les cartes sur table, pour voir où on va avec cette histoire de l'EAC. Si ça ne nous arrange pas, on n'a aucun intérêt là-dedans, immédiat, je ne vois pas pourquoi on reste dedans. Ok. Alors, monsieur le fermier. Oui, moi, la première chose, il faut quand même féliciter le président. Il a fait honneur 3 fois, si on peut le dire comme ça. Il fait honneur à l'Assemblée nationale qui a quand même décidé que l'on ne puisse plus intégrer des forces négatives. Donc, en tant que garant des institutions de la nation, il fait honneur à l'Assemblée nationale. En même temps, il fait honneur au peuple congolais qui n'en veut pas. Combien de fois nous l'avons dit ici, combien de fois vous avez vu les gens aller à la frontière, la petite et la grande frontière à Goma, menu pour dire nous n'en voulons pas. Et là, le chef de l'État fait honneur à son pays, à son peuple. Et troisième honneur, c'est à la République. Nous avons parlé de passation de pouvoir civilisé, tout ça. Il n'y a pas eu quelque part un cahier pour dire non, nous avons une dette de, appelez ça M24, M23, tout ce que vous voulez, non. Donc ça aussi c'est un honneur à la République. Donc nous pouvons dire, bravo le président, il fait honneur à son pays. Parce que franchement, il faut qu'on s'arrête là. Tout le reste, la réaction des uns et des autres, donc la réaction de M23, tout ça, moi je pense qu'il ne faut même pas en parler. Mais la seule brèche que moi je voudrais encore ouvrir, et je l'ai toujours dit ici, il faut que le président ratisse large. Il est en train de faire un très grand effort pour pouvoir mettre les Congolais ensemble face à ce qui nous arrive. Mais j'ai toujours constaté qu'il y a encore des Congolais dehors. Et quand on a un Congolais dehors, il faut craindre qu'il puisse poser des gestes qui ne puissent pas faire plaisir à l'ensemble des Congolais. Et ça, pour quelqu'un qui a la responsabilité nationale, c'est à éviter. Donc moi, je continue à croire que on est déjà très loin, nous sommes en train d'avancer. Il faut qu'on continue à avancer. Moi, je suis contre les Congolais qui pensent que
que le président laisse celui-là, d'ailleurs, il n'a aucune importance. Tous les Congolais sont importants. Donc, soyons unis. Et moi, chaque fois que je vois sur tout ce qui est écrit là, Congo uni, Congo fort. Moi, je pense que quand on dit Congo uni, il n'y a pas de limite. C'est le Congo qui doit être uni pour qu'il soit fort. Voilà un peu ce que moi je peux dire par rapport à ça. Alors, mon cher Gandhi. Moi, je dis, aujourd'hui, on a commencé à réformer ici ou là les choses, mais ce n'est pas encore clean. Mais nous devons, entre autres, exfiltrer. Il faut qu'à un moment donné, qu'on parle plus d'exfiltration. Il faut exfiltrer tous ces gens-là qui sont dans les rouages de notre administration, que ce soit militaire, policière ou autre. Il faut commencer par les exfiltrer. Un jour ou l'autre, le EAC vont partir, mais le président est très intelligent. J'évoquerai ce point-là, puisque ça n'a pas été évoqué. C'est que lui-même sait qu'on est entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire le marteau du Rwanda et l'enclume de l'EAC. Mais pour sortir de l'ornière, il est diplomatiquement, politiquement intelligent. Il s'est arrangé par rapport aux accords de Luanda. Et il vient d'ailleurs d'y aller d'ailleurs à Luanda. Pourquoi il y a la présence des forces angolaises ici? C'est pour aller au-delà de EAC, vérifier réellement si les autres du M23 partent et à la fin respectent ce qui était prévu par rapport aux accords de Luanda. Voilà encore un point d'intelligence de notre président. On doit soutenir là-dessus. Vous verrez qu'avec les Angolais à nos côtés, d'ici dans les 3-6 mois à venir, on parlera un autre langage. D'une manière ou d'une autre, sachez qu'en ce moment, depuis au moins quelques mois, il y a la débandade au Rwanda. Le président Kagame, le Croix Gamé que j'appelle comme notre frère Gandhi, comment on l'appelle, Gims. Je pense qu'il est en débandade. Nous devons aussi relayer l'information pour savoir ce qui se passe en mal au Rwanda, pour les déstabiliser aussi. Le problème, c'est que nous, on ne le fait pas. Il faut qu'on fasse aussi ce travail-là de communication. La guerre n'est pas seulement au niveau des armes, c'est aussi au niveau de la communication, au niveau de l'information. Il n'est pas tranquille, il ne dort pas tranquillement. Tous ces désintègres, il y a des signaux. Il y a des bouquins qui sortent, en dehors d'Onana, il y a une dame là, de Financial Times qui vient de sortir un bouquin. Suivons tout ça de près. Il y a des mouvements dans le sens de ne plus soutenir Kagame et le Rwanda. Mettons ça à profit pour aller de l'avant. Exfiltrons ceux qui sont dans l'administration, ceux qui sont dans le service de sécurité et autres. Pendant ce temps, on a gagné du temps pour former les nôtres, puisque des contingents entiers qui seront capables aujourd'hui de défaire le M23 avec une capacité de pouvoir rentrer, même s'il le faut, quand il le faudra, de rentrer au Rwanda facilement. Donc moi j'ai espoir, dans les 3 et 6 mois à venir, on parlera d'un autre langage. Ok. D'accord, je voulais donner une précision sur le retrait de force de l'EAC. Le dernier conseil de ministres de la SADC tenu à Kinshasa, en prélude du sommet de Luanda, où le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va passer la présidence tournante de la SADC au président angolais. La question de l'Est a été examinée avec l'intervention des troupes angolaises. Alors, l'Afrique du Sud et même l'Angola avaient posé également un problème à la République démocratique du Congo de clarifier, parce que vous avez dans l'Est les troupes de la MONUSCO, vous avez à l'Est même les troupes de l'EAC, et vous avez les troupes angolaises qui devraient s'ajouter. Ça pouvait faire un méli-mélo où la sauce ne serait pas propre à pouvoir consommer. Et le gouvernement congolais, au regard de l'opinion nationale, avait jugé bon de pouvoir donner un calendrier à la communauté est-africaine avec les troupes sur place, de manière l'Angola arrive avec mission de cantonnement. Sécuriser le cantonnement d'un 23, c'est pour éviter que tantôt derrière c'est la MONUSCO, devant c'est EAC, à gauche c'est l'Angola, et finalement ça serait très compliqué. Donc le chef de l'État est en train, à saluer, à respecter, parce que l'opinion d'une manière unanime avait une lecture négative
sur le comportement des forces de l'EAC, composées essentiellement des pays, même si avec l'Ouganda nous sommes dans les opérations contre le ZADF, mais la confiance de la population congolaise aux troupes ougandaises, ce n'est pas encore à 100%, et donc c'est ce qui doit se faire. Même pas 30%. Même pas 30%. Donc c'est beaucoup plus au niveau institutionnel qu'on maintient, sinon la population sur terrain ne donne pas confiance à l'Ouganda, parce que c'est comme en Kikongo on dit si Kanyo que soit donc c'est ce qui est en train de se mettre encore en place, un calendrier plus court pour demander le désengagement et laisser la place aux forces troupes angolaises qui bénéficieront de l'appui logistique et politique de la SADC. Ok. Sur cette même question, directeur, il y a d'ailleurs le troupe burundaise qui venait de céder, de laisser les FARDC entrer dans des zones qu'elles contrôlent. Donc ça, c'est aussi à féliciter pour les troupes burundais, ce qu'ils ont fait, c'est ce que les autres troupes n'ont pas encore fait. Ce que les Kenyans ne font pas encore. Et même les Ougandais ne le font pas. Les Ougandais ne font pas ça. D'accord, mais le groupe burundais a accepté que les FARDC puissent entrer dans des zones que les M23 ont laissées et qui sont contrôlées par... Et aussi, directeur, s'il vous plaît, la communication de la guerre. Notre gouvernement doit mettre un accent par rapport à ça. C'est très important. C'est ce que le Rwanda a fait durant plus de 2 décennies. Communiquer sur la guerre, sur le massacre des Tutsis, ce qui n'est qu'un mascarade. Parce que si on fait des calculs, en 1994, la population rwandaise ne s'élevait qu'à 7 millions. Et les Tutsis représentaient 14% de la population. Donc, ce qui revenait à une population de 980 000 habitants. Et on nous dit, c'est 800 000 Tutsis qui ont été massacrés. Il n'y a plus de Tutsis. Ça revenait qu'à 180 000 Tutsis qui étaient restés. Vous voyez un peu. Donc, aucun Hutu a été assassiné, ni massacré. Aucun Twa, qui représente 1%, donc 70 000, n'a été massacré. Seulement les Tutsis. Donc, nous aussi, nous devons mettre en avant tous les massacres qu'il y a eu dans notre pays et les cas de violation des droits humains qu'il y a eu, porter une plainte au Rwanda comme le seul et l'unique instigateur de tous ces actes de violence. C'est aussi important. Merci. Ok. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant que les Burundais, les militaires burundais puissent céder l'espace aux militaires congolais. Le président burundais, tout en étant président de la communauté de l'Afrique de l'Est, nous a prévenus en disant que les Congolais ne pouvaient pas compter sur les autres. C'est ça. Les Burundais nous a dit. Parce qu'il y a eu aussi un problème entre-temps entre, je crois, le Burundi et le Rwanda. Le Rwanda essaie, depuis une dizaine d'années, essaie de déstabiliser le Burundi. Et ça, on n'en parle pas. Ils peuvent être de 2 côtés, mais c'est un pays qui ne s'entend pas. Non, il venait d'avoir un compromis il y a moins d'1 an. Oui, mais au niveau de la frontière, il y a... au niveau de la frontière, il y a toujours des accrochages entre le Burundi et le Rwanda. Okay. Donc, ça ferait une bonne affaire pour les Burundais si nous, le Congo, réglait l'affaire du Rwanda. Oui. Donc, il faut voir aussi les choses comme ça. La solution passerait par la mise sur pied d'une gouvernance de juxtaposition des intelligences. Vous venez de vous en rendre compte. Il faut quitter cette gouvernance politicienne. Où politicienne, on vous met... Non. Le pays a plusieurs défis. On ne saurait regarder ces défis en face que lorsqu'on aura fait appel aux intelligences de ces pays. Vous verrez que le Rwanda n'est pas aussi. Et vous avez suivi Eric, vous avez suivi. Et mon frère Lout, vous avez suivi tout le monde ici. Quittons, ça j'insiste Noël, quittons cette gouvernance politicienne pour une gouvernance des intelligences. Voilà, vous venez de soulever un problème de l'intelligence parce que les Congo, à l'heure qu'il est, comptent autant de diplômés des universités, pratiquement dans tous les domaines. Mais est-ce que vous sentez le rendement de ces universitaires sur le terrain? Les intellectuels congolais, le malheur de la République démocratique du Congo.
Les gens étudient pour devenir des problèmes supplémentaires à leur pays au lieu de devenir des solutions. Oui, monsieur Lout. Non, on ne le sent pas parce que, je crois, depuis l'indépendance, et même après, on a fait ce qu'on appelle le culte de diplôme. Hein? Ça, il faut vraiment revenir dessus. Une université, ou l'université en général, hein, dans mon entendement, on doit participer à l'émergence au niveau de la société. Donc, doit participer à ce que la société congolaise ou la société en général avance. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec nos universités ou l'université congolaise? Déjà, je voulais quand même rectifier quelque chose qui a été dit ici. Il faut faire la part de choses ou la différence entre une université et un intellectuel. Parce que on a toujours cette histoire-là aussi au Congo. Et quelqu'un a une licence, c'est un intellectuel. Non, moi je ne pense pas. Un universitaire, c'est un détenteur d'un titre universitaire parce que bon, il a eu un cursus académique qui prouve que bon, il est apte ou il a des connaissances dans tel domaine. Mais pas forcément l'intellectuel. Un intellectuel n'a pas vocation ou n'a pas été forcément à l'université. Et il y en a des intellectuels. Mon ami Dandy peut dire, en France, il y a plein d'intellectuels qui n'ont pas été à l'université, mais qui écrivent des bouquins magnifiques dans tous les domaines. Bérégovois n'a pas été à l'université. Voilà, un intellectuel. De l'or. Voilà, un intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit tout le temps sur ce qui doit être la société de demain. Hein? Autour de lui, c'est une lumière. C'est-à-dire tout ce qu'il lit, tout ce qu'il écrit, ça permet à la société d'avancer. Bravo. Mais un universitaire, c'est juste quelqu'un, bon, pas juste, hein, c'est quelqu'un qui a un cursus académique, et à partir de là, il va dire, bon, moi, je suis ingénieur, et ça prouve que j'ai été à l'université, et je suis ingénieur, donc j'ai les compétences et les qualités requises pour prétendre être ingénieur. Mais les chercheurs, c'est un intellectuel. Hein? Oui, mais on peut être chercheur sans avoir été à l'université. Je parle moi de chercheurs. Oui, mais le culte du diplôme au Congo, hein, qui a fait qu'aujourd'hui, l'université, au lieu de nous produire des gens, on va dire, entre guillemets, utiles à la société, on nous produit qui? En fait, des gens qui, dans mon entendement, qui parlent français, qui peuvent s'asseoir... Mais pour emprunter la notion de Mouyaya, nouvelle narration, qu'on ne se limite pas seulement aux parlottes, mais sur le terrain, vous avez l'impression que le gouvernement collabore avec les universités. Non, ce n'est pas juste une question de gouvernance. Oui, ça peut arriver par rapport aux moyens. Mais l'université en soi, elle doit réfléchir sur ce qu'elle peut apporter à la société congolaise. Quelle est sa place dans cette société? Dernièrement, je l'ai fait remarquer, si j'ai dit, mais par exemple, le débat politique au Congo, à mon avis, hein, est pris en otage aujourd'hui par quoi? Par les juristes et les politologues, voilà. Mais on n'attend jamais un sociologue. On n'attend jamais un sociologue parler. On n'attend jamais un anthropologue parler. On n'attend jamais un géographe parler. On n'attend jamais. Voilà. C'est juste les mêmes qui viennent nous déblatérer des articles de loi. La politique est limitée à réciter des articles de la Constitution. Est-ce que vous les cherchez? Ces anthropologues, ces philosophes. Mais les pharmaciens là. Les pharmaciens, les historiens. Madame, vous vous rendez pas. Regardez, vous vous rendez pas Mm. compte, hein, de ce qui a été, ce qui a produit comme mutation, hein, de la population au niveau depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Le Congolais, je disais même au directeur, n'est plus le même. Le jeune des années 80. Voici, monsieur Loutou. Quand je dis, est-ce que le gouvernement qui a un porte-parole, qui parle de nouvelle narration, dans ces gouvernements, est-ce que collabore avec les universités? C'est quoi? Voici le problème. Monsieur le fermier nous avait dit la fois dernière ici, sur le plateau, pendant la période de Covid, il y a eu des Congolais qui sont venus avec des propositions de recherche. Ils ont dit, voici moi ce que j'ai trouvé. Voici ce que moi j'ai trouvé. Mais est-ce que le gouvernement congolais a poursuivi ces gens-là en disant, bon, venez. Venez. Oui, mais parce que toutes ces années, vous avez laissé la même mise aux universitaires diplômés, au lieu des intellectuels, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent pour faire avancer cette société. Tous ces gens-là qui ont amené... Les inventaires ne sont pas tous des universitaires. Voilà, tous ces gens-là qui ont amené des solutions. Qu'est-ce qu'on a dit? Je suppose, hein, comment ça se passe. Ça se passait à l'époque, c'est des pourcentages, des machins. Vous fatiguez les gens avec ça. Fatiguez les gens avec ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient avec une solution pour apporter un problème,
On lui demande de leur... C'est un universitaire ou un intellectuel? La faute revient à qui en ce moment? La société. Non, c'est la société. La société ou les gouvernants? La société. Non, les gouvernants sont dans la politique. Il y a des politiques pour l'enseignement, pour la recherche. Les chercheurs proposent la recherche à qui? Mais à la société. À la société. Oui, mais c'est un problème fondamental, hein. C'est un débat de fond. Qu'est-ce que l'enseignement nous apporte pour le développement de notre pays? J'ai toujours été contre de croire que les capacités de développement de production ne se forment qu'à l'université. C'est une erreur d'approche. C'est pourquoi même quand vous allez voir le ministre de l'enseignement primaire organise ses états généraux sans le ministre de l'enseignement supérieur. Celui d'enseignement supérieur va à Lubumbashi faire ses états généraux sans le ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Mais c'est quoi ces états généraux là, c'est quoi? C'est quoi? Alors, comment vous posez un problème d'un étudiant que vous recevez en première année graduate sans savoir comment il vient, il a fait le secondaire et l'enseignement primaire à la reste? C'est un problème. Ce sont parce qu'on fait 3-4 jours, on mange, on boit et on se paye des perdiens, mais c'est suffit, on rentre. Un jour, je crois, je me posais la question, c'est que vous dites la collaboration entre l'université et le gouvernement. Les visionnaires du gouvernement s'appellent le président de la République. Il sort, il dit, ma vision, c'est la revanche du sol sur le sous-sol. Je pose la question au ministre de l'Enseignement supérieur. Comment il capte ce message du président de la République? Est-ce que le président de la République lui dit, donnez-moi quel type d'homme? Parce que ma vision, c'est la revanche du sol sur le sous-sol. Mais les ministres de l'enseignement supérieur inscrivent beaucoup plus en communication qu'en agronomie. Voilà. Est-ce qu'il veut répondre à la vision de celui qui a dit « Ma vision, c'est la revanche du sol sur le sous-sol ». Mais on forme beaucoup plus en communication qu'en agronomie. Alors, je me posais également la question un jour aussi. Notre système, même l'enseignement secondaire, je parlais tout à l'heure des états généraux séparés, qui ne produisent pas d'effets. Est-ce qu'aujourd'hui, les diplômés congolais en biochimie est capable de quoi? Les diplômés congolais en maths physique est capable de quoi? Et même ce qu'on pensait être les diplômés qui pouvaient former en pédagogie. Le pays a aujourd'hui une difficulté énorme, directeur. Dans le programme, il est prévu de retraiter plus de 130 000 enseignants et recruter les nouveaux enseignants à peu près 180 000. Les jeunes gens qu'il faut maintenant, parce que les vieux enseignants qui nous ont enseigné depuis l'école primaire, ils sont tous jusqu'aujourd'hui enseignants. Il faut le retraiter, qui rentre à la maison. Ils sont âgés de 80 ans. Oui. 82. Et recruter les jeunes pour remplacer ce vieux-là à l'école primaire. Le professeur de l'école de 6e primaire doit connaître le mathématique, l'arithmétique, doit lui-même enseigner le français, doit lui-même enseigner la géométrie, doit lui... la géographie, l'histoire, tout. Vous avez ces jeunes qu'on donne des diplômes en pédagogie aujourd'hui, capables de remplacer ce vieux-là et pour produire un monsieur formé au niveau secondaire, au niveau primaire. C'est une difficulté aujourd'hui. Et on n'a pas des écoles de mise à niveau. Même ces enseignants-là, depuis qu'ils nous ont enseigné en 1973, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais suivi une formation de renforcement des capacités. Une mise à niveau. Bon, quand même, hein. Il y a une mise à niveau. Recyclage. Non, c'est tout un problème. Ce secteur-là, c'est un secteur qu'il faut repenser. Un jour, je disais ici que la Chine produit par année académique 50 000 ingénieurs. C'est quoi 50 ou 500 000 ingénieurs de toutes filières confondues. L'université de Kinshasa va passer à 5e année sans délibérer en Polytech. Parce qu'il n'y a pas de professeurs mathématiciens. Beaucoup plus, nous avons, ce sont des docteurs en didactique. Mais les Malou, Wakalengala qui étaient là, vous ne l'avez plus. Les centres tricot. Vous n'avez pas de physiciens. Vous n'avez pas de professeurs chimistes.
Et ils sont où même? Mais quand vous allez en droit, il y a même pléthore de professeurs. C'est ce que je disais. Pléthore de professeurs en droit. En Sciences Po. En économie. Quand vous avez Covid, on appelle les économistes. Quand vous avez Ebola, on appelle les juristes. Alors, lorsque vous avez un système qui pratiquement fonctionne dans ce sens-là, vous attendez produire quoi? Et même quand vous allez à l'université, les assistants de droit ont des véhicules et ils sont bien. Quelle est la solution? La solution, c'est on n'a pas encore bien pensé la politique de l'enseignement. Je m'excuse peut-être que mon ministre va me suivre, mais je suis en train de réfléchir comme Congolais. Mais intellectuel. Comme intellectuel. On nomme un ministre de l'enseignement supérieur. Son programme, c'est la lutte contre le point sexuellement transmissible. C'est ça sa politique. C'est terrible. on nomme un autre ministre, au lieu d'aller dans le fond du problème, il se limite qu'au syllabus. C'est tout. Contre l'achat des syllabus. Dans toute la politique qu'il a, c'est autour des syllabus. Ok. Alors, monsieur... Non, je suis heureux en méritocrate du débat. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous avez suivi tout à l'heure un distinguo détail qui vient d'être opéré. Et ça, je salue, je remercie mon frère Loutou et je m'incline à la mémoire de ces grands journalistes dont vous êtes porteur du nom. Vraiment merci. La savance et l'intelligence. L'intelligence est un don de Dieu. La savance, on a ça, on paye le Minerval, on lit un livre, on devient intelligent. Ça, il faudrait qu'on le dise. Noël, j'ai posé la question à un député congolais. J'ai dit, mais pourquoi vous n'interpellez pas le ministre de la Culture et Arts? Il dit, mais tu m'as dit pourquoi? J'ai dit, mais par rapport au phénomène Koulouna, par rapport à cet afflux de jeunes qui vont en droit, en sciences politiques, mais c'est... Il dit, oh, ils vont m'étaler. Voilà. Mais on oublie. On oublie. Le ministère de la Culture et Arts, c'est quoi, Noël? C'est la mémoire collective institutionnalisée. Nous devrions interroger le ministère de la Culture. Pourquoi les jeunes font plus le droit, la communication, que l'agriculture, et ainsi de suite? Il y a un problème qu'on élude. Pourquoi il y a le phénomène Koulouna, madame ou le ministre de la Culture? Ce n'est pas le ministère de Mbunda, Banyanga, ou je ne sais pas quoi. Des masques. Des masques. Voilà les problèmes. On escamote la fondamentalité des questions essentielles, des questions même existentielles, à la suite des contingences politiciennes. Voilà. Voyez-vous, vous parlez de l'intellectuel. Noël, je suis avec le ministre, je me permets de le citer, Ingele Ifoto. Il vient de chez lui. Il a fait appel au professeur d'université pour constituer son cabinet, dont je fis auquel plutôt je fis membre aussi. Eh bien, Ingele a un débat avec sa femme à la maison, une intellectuelle ou une savante. Voilà. Eh bien, la femme dit au ministre, toi aussi, on ne dit pas WhatsApp, on dit WhatsApp. Le ministre vient au bureau. Il prend tout le cabinet, 3 professeurs d'université, nous autres, et ainsi de suite. Il n'y avait pas en tout cas d'illettrés ou d'analphabètes. Il pose la question. Mais mes chers amis, on a eu un débat avec ma femme. Ma femme me dit, on ne dit pas WhatsApp. Mais moi, je ne comprends pas. Le professeur d'université, avec de gros diplômes, moi, j'ai fait... Excellence, ça se dit WhatsApp ou WhatsApp et qui pagaté. Et nous étions 9 au cabinet du ministre Engel. Il est encore en vie, je me permets de le citer, parce que c'est un parent pour moi. Eh bien, à la fin, j'ai dit, puisque j'étais son plus proche collaborateur que tout le monde, j'ai dit, Excellence, moi je connais votre femme, une intellectuelle. Elle vous dit WhatsApp. Vous dites WhatsApp et les Gaganangou. Il me dit, ah, maître, voilà les intellectuels congolais. Quand le politique a cette lecture-là, du porteur de gros diplômes qu'il a fait venir, pour qu'il puisse l'aider, n'est-ce pas, oui, par rapport au coefficient intellectuel dont il engage, et il se mévend comme ça. Vous voulez qu'on puisse faire quoi ça? Vous voulez qu'on puisse considérer les porteurs de diplômes? Aussi, cadastre minier, directeur juridique. On me recommande une dame parce que c'est le pays des recommandations. Agent engagé au Camille. La dame vient, elle a fait le droit. Dieu merci. Droit minier à une université de la place. Merci. Je lui pose la question, présente-moi le mémoire que vous avez pondu. Mais je prends le mémoire, directeur. Je lis le mémoire. Qu'est-ce que je réalise? Mais la fille n'a fait que copier le code minier.
Je lui dis, je vous dis vrai. Je vous dis vrai, cadastre minier. J'ai dit, mais madame, mais ça c'est grave. Vous l'avez fait qu'il copier le code minier. Donc c'est le plagiat. Plagiat, pur et simple. J'ai dit, bon, si vous ne me dites pas d'où est venue cette histoire, je dirai au DG Camille, moi je quitte les Camille, qu'on continue avec cette histoire de théâtralisation. La dame me dit, ah oui, vous avez raison, directeur, maître, vous savez, c'est professeur ordinaire, un grand nom, qui lui a dit, et je terminerai, un ami ministre. Vous êtes où? Je suis quelque part. Ah, monsieur Edenganan. Quoi? Mettez votre WhatsApp, je vous envoie un document. Je vois le document, c'est un examen d'une université de la place en droit des obligations. Oh, Excellence, vous êtes en train de faire le droit. Ah, tu sais, mon cher, cette Mireille m'embête. Elle vient de m'envoyer son examen. Voilà. Une autorité politique de haut niveau. La fille étudiante dans une université de la place, dans une salle d'examen, elle fait passer la copie de l'examen au ministre pour que le ministre puisse l'aider à solutionner l'examen et à lui remettre par WhatsApp. Mais j'ai dit, mais Noël, où nous allons? Problème de valeur. Où nous allons? Voilà. Ok. S'il vous plaît. Oui, ben, Claude Belébélé. Alors, moi, ce que je dirais, comme toujours, je n'aimerais pas que on braque tous les feux sur les dirigeants politiques. Parce que je me suis toujours posé la question, de quel pays Karl Marx a jamais été le président? Karl Marx n'a pas été président d'un pays, mais le marxisme a régné dans le monde entier. Donc, la responsabilité de diriger la pensée, le courant de pensée d'un pays. Vous savez, c'est lui qui a vulgarisé la théorie de Karl Marx. Permettez, Noël. Permettez. C'est-à-dire que le penseur, la pensée pure, ce n'est pas l'apanage des seuls politiciens. La pensée pure, celle qui dirige le monde, ou celle qui doit diriger une société. La responsabilité de diriger notre pays, notre société ici, nous incombe à nous tous qui savons réfléchir et donner aux autres ce que nous pensons. Le politique va puiser, lui, dans les courants des pensées, ce qui est profitable à son action politique de manière à s'attirer la sympathie des électeurs. Donc, tant que nous, penseurs, si nous le sommes, nous n'avons rien proposé comme modèle d'homme à la société, ben, ne tirons pas à boulet rouge sur les politiciens seulement. C'est une responsabilité qui nous incombe à nous tous. Le pays doit avoir des guides. Ceux qui dirigent le pays, ce n'est pas tout le monde qui dirige le pays. Mais il y a une élite. L'orientation de l'enseignement, pour que l'enseignement soit efficace, ce n'est pas donner à tout le monde de donner une orientation. Bien sûr. C'est le pouvoir qui doit le faire. Noël, si je peux bien, si vous permettez que je répète ce que j'ai dit. Je dis que ceux qui ont la charge d'orienter ou d'inspirer, ce sont les penseurs. Vous avez donné l'exemple de Karl Marx. Oui. S'il n'y avait que Karl Marx, sa théorie serait... Karl Marx n'avait pas connu. Karl Marx n'est pas allé imposer. Si Engels n'était pas devenu un responsable numéro 1, il n'y aurait pas de Karl Marx. Il n'y aurait pas de marxisme, ça c'est l'histoire. Oui, allons-y. Oui, n'oublions pas les fondamentaux d'une université. Sa mission, la formation, la recherche et le développement. Donc, il y a le professeur Bongeli. Je crois, oui. Émile Bongeli. Émile Bongeli, voilà. Qui a écrit L'émergence par la science. Là, il étale bien, il est loin de l'aspect politique. Là, il est vraiment dans la science. Il donne même l'exemple d'Israël. C'est que c'est la politique qui doit orienter le tout. C'est la politique qui exprime le besoin. Parce que l'intellectuel congolais qui est là, à la colline inspirée, le professeur, il ne se contente que de sa recherche, de son salaire et de l'enseignement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Le professeur, au lieu de rester là, à la colline inspirée, dans sa résidence,
il est plutôt appelé par les politiques. Dans les cabinets. Dans les cabinets. Il est lui-même président du parti politique. Mais pourquoi? Parce que le secteur n'est pas attrayant. Ni rentable. Ni rentable. Bien dit. La bibliothèque même n'existe pas, s'il vous plaît, directeur. Moi, j'ai passé une année à la bibliothèque centrale de l'Université de Kinshasa. Il n'y a rien. Il faut attendre le don du Canada, les dons de l'Angleterre, les dons de tel pays ou tel autre pays de l'USAID. Même quand les livres viennent là, on a fait les sélections de livres. Même quand les livres viennent pour l'orienter dans tel rayon ou tel autre rayon. Mais il y a des livres de l'école primaire, dans une université, s'il vous plaît. Pas de sérieux tout ça. Même dans l'entrepôt de l'université de Kinshasa, l'université centrale, allez voir, allez y visiter, vous y trouverez plein d'eau. L'odeur qui dégage, vous ne pouvez même pas rester pendant 30 minutes. Je parle en connaissance du cause. Quand les ministres lancent par exemple la fin du syllabus, s'il vous plaît, mais pourquoi les professeurs ont mis à la disposition des étudiants le syllabus? Mais c'est parce que nos bibliothèques sont pauvres. Si on venait, on entrait dans l'auditoire et on étalait la bibliographie de son cours, on donnait aux étudiants. Et on venait, on exposait. Où est-ce que l'étudiant aura les livres pour pouvoir lire? Mais vous dites non, n'y a pas de syllabus. Et oh non, l'internet remplace les syllabus. Mais non, il y a des bibliothèques en ligne où pour y accéder, il faut un abonnement. Il faut payer. Oui, parce que mais il y a des livres gratuits aussi. Ce qu'il dit est vrai. Il dit il faut des dons. Mais si vous regardez la liste des meilleures universités au monde, elles sont toutes privées. Même à Harvard est privé. Et demander les frais académiques. Oui, parce qu'il y a des gens... La Sorbonne ne s'est pas privée. Bon, c'est pas la meilleure non plus. Hein, donc. La Sorbonne, le Dauphine... On est dans un mythe de la Sorbonne, on va en parler. Mais même les 100 premières universités au monde, chinoises, américaines, anglaises, ce sont toutes des universités privées. Et vous avez des gens, comme vous, comme moi, qui sont millionnaires, qui donnent de l'argent pour que l'université avance dans le monde. Mais ici, on investit dans quoi? Mais ces millionnaires investissent dans la recherche. Les terrasses, les flat hotels, les cousous. Voilà. C'est lui qui a l'argent, il préfère... Mais pas dans la recherche, ils n'investissent pas dans la recherche, non. Un millionnaire américain... Il y a beaucoup de doctorants là-bas qui manquent l'argent pour la recherche. Un millionnaire américain, chaque mois, il fait un chèque Wava pour la bibliothèque, pour la recherche. C'est le gouvernant. Non, ici on s'est fait chanter. Écoutons-nous. C'est terrible, hein. Écoutons-nous, sinon on ne comprendra pas. On ne comprendra pas. Oui, monsieur Lagonome. Oui, moi je relève 3 déficits à ce niveau-là. Il y a d'abord, quand déplaise Kambelembele, il y a d'abord le déficit de la gouvernance générale. Parce que c'est la gouvernance qui doit tirer le tout vers le haut. Il y a quand même... Le pays n'est pas une ONG. Chez nous, dans les ONG, pour décider, il faut une assemblée générale qui vous autorise de faire ça ou ça ou ça. Voilà le mode d'opération des ONG. Mais le pays n'est pas une ONG. Le pays fonctionne avec une gouvernance du sommet, et c'est cette gouvernance qui doit impulser le tout, qui doit régenter le tout. Donc il y a ces déficits-là. Il y a aussi un deuxième déficit, c'est le déficit de la normalisation au niveau des universités. Il n'y a pas de normes, presque pas de normes. Et quand il y a... Toute sa carrière, il n'a jamais eu son diplôme. Hein? L'ingénieur n'a jamais eu son diplôme. Oui, j'ai travaillé avec des tenants liés, tout ça, jusqu'à la fin de la carrière, les diplômes. Tout simplement parce qu'un ministre n'a jamais signé un diplôme. Décentralisation, il y a l'administration. Il y a un déficit, le deuxième déficit, c'est le déficit de normalisation. Le ministre qui signe un diplôme. Au niveau des universités. Et le troisième déficit, c'est le déficit intrinsèque au niveau de l'intellectuel lui-même. Ah oui. Puisque ce que j'attends ne vient pas, je fais comme tout le monde. C'est ce que l'autre vient de dire. Au lieu de rester là-bas, on descend pour venir chercher les purs. Donc voilà un peu, c'est ça les 3 déficits qui font qu'à un moment donné, on ne se retrouve pas.
On ne se retrouve pas. Parce que si vous n'arrivez pas à... Qui est le plus grand employeur des universités ou des universitaires, si je peux les appeler ainsi? Le plus grand employeur, c'est qui? C'est l'État. C'est l'État. L'État, l'administration. Et qu'est-ce que l'État exige à ces gens-là? Qu'est-ce qu'il attend de ces gens-là? Donc c'est lui qui devait être exigeant pour dire je ne peux prendre que. Et mettre les moyens. Et mettre les moyens et les choses marchent. Et c'est facile. Donc moi je me dis, à un moment donné, les professeurs, les états généraux de l'université, de tout ça, on doit bannir ces histoires. À un moment donné, on a dit, on ne peut plus être recteur d'une université qui veut, ou que le politique veut. Il faut que ce soit les pairs, comme ils ont utilisé comme terme. Qui leur donne ces droits-là? Les gens préfèrent mettre un policier là-bas pour pouvoir surveiller tous ces gens qui sont là, plutôt que... Les membres de son parti politique. Donc, voilà un peu. Donc, je crois que si vous puisez dans ces trois déficits, toute la cause est là. Et on s'arrête là. Oui, vous savez, quand vous causez là-bas, ça passe. Hein? Moi, je vais revenir quand même sur le mot, puisque le sujet c'était l'intellectuel. On a lancé le pavé dans la mare en mettant l'intellectuel en exergue, sans pour autant différencier les choses que mes collègues Loutou et puis Maître Patilondo essaient d'esquisser. Je rajoute quand même, puisqu'il y a deux volets. Qu'on s'entende, d'abord, je précise. Lorsque j'ai posé la question, je n'ai pas posé la question de l'intellectuel, j'ai posé les diplômés de l'université. Non, puisque la vidéo s'entende. Moi, j'ai posé la question. Oui. Si nous avons sur le terrain les résultats attendus des diplômés de l'université, si nous avons les résultats sur le terrain. Même si vous ne voulez pas que je définisse très bien avec deux volets d'intellectuels, mais chacun se débrouillera, c'est pas grave. La différence d'intellectuel, l'autre l'a donné. Oui, il y a un aspect qui n'a pas été donné. Il y a l'aspect... je voulais compléter simplement pour le savoir des uns et des autres. Mais ce qui a été dit, c'est que c'est des gens qui ont une activité, qui travaillent au travers leur esprit, leur pensée. C'est un intellectuel. Mais c'est aussi celui qui s'engage dans la sphère publique. Un intellectuel doit être un homme engagé. Et il s'engage dans la sphère publique par ses analyses, c'est par ses prises de position. C'est ça un intellectuel réellement. C'est ça, je voulais compléter le sens du mot. Donc je ne vais pas aller dans le détail. Mais on vous l'a toujours dit ici, je crois, dans cette émission, il y a eu plusieurs émissions, on a dit l'enseignement est par terre. D'où vient que l'enseignement est par terre? Tout est par terre. Les uns les autres ont essayé de solider le problème. Le problème, c'est quoi? Le manque de cohérence. Comment on peut, dans un pays qui est sous-développé, avoir 3 ou 4 ministères de l'enseignement, c'est-à-dire de l'éducation nationale? Vous avez parlé des états généraux de ceci, c'est là, sans qu'il y ait des liens. J'ai toujours prôné, avec moi, d'autres personnes ou personnalités, qu'il faut qu'il y ait un ministère de l'éducation nationale, ça a un sens, auquel tout est dedans. Avec une bonne administration, avec des secrétaires généraux, des directeurs généraux efficaces, vous verrez le résultat que ça va donner. Et ensuite, j'ai dit, l'éducation nationale, ce n'est pas seulement l'éducation intellectuelle, c'est aussi l'éducation physique et aussi sportive. Donc, on doit avoir un gros ministère de l'éducation nationale, jeunesse et sport. Civisme. On doit rajouter cela. Donc, vous verrez les résultats, puisque l'enseignement, c'est d'abord la maternelle, depuis le maternel. L'université ne fait que recueillir des débris qu'il y a eu au niveau de l'enseignement primaire et secondaire où il n'y a pas eu d'enseignement du tout. Ils vont à l'école et ils apprennent à calculer, mais de manière vraiment dérisoire. Donc aussi, je vais terminer là-dessus. Dommage que je sois toujours souvent dans des positionnements où je suis obligé de raccourcir ma pensée. Ici, qu'est-ce que vous mettez en exergue sur le plan national, culturel, politique? Que des hommes politiques. Aujourd'hui, vous parlez Kabila Père, vous parlez de Lumumba, vous parlez que des hommes politiques. Dans les pays qui se développent, c'est-à-dire ils mettent en exergue les penseurs, ils mettent en exergue les gens d'esprit. Tels que, quand on parle de la France, on dit le pays de Voltaire, le pays de Molière, de Montesquieu. Mais vous, c'est le pays de Kimpavita, de ceci. Je respecte. De Taboulé. Je respecte. Mais où sont les gens qui, comme Mabika Kalanda, on a mis en exergue dans le panthéon du savoir, de ceux qui peuvent apporter notre culture, nos connaissances? Il n'y en a pas. C'est tout ce qui est dérisoire. Moi, j'insiste, il faut arriver à un ministère. D'ailleurs, je pense que le conseiller en charge de l'éducation, de la recherche, de la culture et autres, je cite l'abbé
Chulombo, il faut qu'ils prennent ça en compte, qu'ils travaillent dans leur cabinet, que les gens qui pensent les réformes dans notre État, dans notre gouvernement, prennent ça en compte. Il faut mettre en avant l'éducation et aussi, par ricochet, la culture. Puisque la présidence l'a compris, celui qui est en charge de l'éducation, il est aussi en charge de la recherche et de la culture. C'est qu'ils l'ont compris. Il faut actionner cela sur le terrain. Mais les problèmes, mon cher ami, vous parlez de l'enseignement chez nous qui est au rabais. D'accord. L'enseignement chez nous est au rabais. Mais ceux qui viennent des universités étrangères, et se distinguent-ils dans notre pays? Ça dépend. Quels gens qui viennent de quelles universités? Il y a des universités qui forment des compétences. Il y a des universités qui forment des compétences. Il faut qu'on fasse l'audit des diplômes de ces universités. Il y a trop de faussaires. Ça, je confirme. Il faut contrôler. Il faut qu'on contrôle. Et les professeurs et les diplômés des universités-là. Trop de faussaires. Trop de faussaires, Noël. Ça, je confirme. Il faut qu'on fasse un audit. Exact. Trop de faussaires. Entendons bien. Quand vous parlez, je vous écoute religieusement. Merci, Noël. Et quand moi je prends la parole, laissez-moi le temps de vous parler. Le temps de vous parler. Je démontre là où vous avez des trous. Nous parlons que l'enseignement chez nous est au rabais. Mais nous avons des universitaires qui nous viennent de l'étranger. Vous venez de la Sorbonne. Oui. N'est-ce pas? Vous êtes fier d'être passé là-bas. Vous êtes fier. Je peux le démontrer sur le terrain. Vous n'êtes pas les seuls à venir de la Sorbonne. Nous avons plusieurs professeurs d'université qui viennent de la Sorbonne. C'est distinct. Il n'y en a pas beaucoup. C'est distinct. Moi, deux, non. Dans le sens humain. Il y en a quand même. Il y en a pas beaucoup. Qu'il y ait beaucoup, qu'il n'y ait pas beaucoup, un seul peut sauver la situation. Mais est-ce que ça sauve? Joli. Il a fait quoi? Sorbonne. Il a fait quoi? Attendez un peu. Oui, monsieur. Moi, je vous remercie, mais je médite. Les problèmes, vous avez parlé, mais vous ne dites pas exactement désormais qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'université, l'homme diplômé, se distingue des autres. Je vous ai donné l'exemple de l'éducation nationale. Moi, j'ai la parole. Ou des compétences. Je vous en prie. Moi, j'ai la parole. Il y a quelque chose aussi. Je dis ceci. La question portée sur les universités en République démocratique du Congo. On appelle l'élite du pays. Chaque pays doit avoir des élites. Sans élite. Oui, mais il y a des gens qui sont très compétents. L'autre, moi, j'ai la parole. Au niveau des valeurs, c'est complètement nul. L'autre, moi, j'ai la parole. C'est une émission qu'on t'accorde, moi, je prends. Voilà. Ok, allons-y. Et donc, je mets le chrono. Je pense que les universités en RDC fonctionnent. Et ces universités forment une élite pour donner la lumière et l'émergence, pas du pays, mais du monde aussi. Parce qu'on ne forme pas, les universités du Congo ne forment pas que des Congolais. Donc il y a des gens qui viennent apprendre ici et aller ailleurs aussi. Et dans la formation, le faux évolue qu'avec le vrai. Et donc on forme les meilleurs. Parmi les meilleurs, il y a des déviants. Et nous ne pouvons pas conclure que nos universités ne forment pas assez de gens. Ils ne sont pas intelligents. Non. Il y a une probité morale et intellectuelle. Et c'est comme la science vise l'objectivité. Tout chercheur ou penseur vise l'objectivité. Mais celui qui vise l'objectivité, c'est un humain. Il a la passion, donc la subjectivité en lui. Alors, discuter entre l'objectivité et la subjectivité, c'est un faux dilemme. Parce que la science vise l'objectivité et le chercheur est passionné. Il a dans son corps la subjectivité et en même temps l'objectivité. Mais maintenant, ça... Mais nous concernant alors, nous sommes dans quel camp? C'est comme ça qu'on entre dans le domaine scientifique. Maintenant, il faut qu'il y ait des normes pour vérifier l'objectivité et la subjectivité du chercheur. C'est-à-dire,
il doit arriver à 8 heures, il doit terminer son cours à 18 heures. Il est bien formé pour être utile dans une société normalisée. Dès qu'il est formé, il va travailler dans une société qui serait normalisée. Dans le cas échéant, ici, ce que nous pensons comme universitaires, de démontrer sa performance dans une société organisée, planifiée. Alors, c'est comme disait Gandhi. Vous avez le ministère de l'Éducation nationale qui a l'enseignement primaire et secondaire, la recherche scientifique, primaire et professionnelle, le tout, mais qui ne veille pas à la planification d'une société. Doyen Kambele Mbele, je crois que 10 ans avec moi ici. Hier, je parlais sur le recensement. Ça date de 1982. 30 ans après, une société... Nos universitaires sont intègres. Mais c'est ça, le problème ici. Les universitaires sont intègres, mais ils œuvrent... Les résultats, lesquels? Non, le résultat est là. Ils œuvrent dans une société les résultats est où? Qui, les dirigeants de la société, fait semblant de ne pas mettre la planification pour une société à l'émergence à l'horizon de 2050. Les dirigeants, c'est des universitaires. Mais qui sont les dirigeants? L'autre, je m'excuse. Dans ces universités, qui sont les dirigeants aujourd'hui? Je m'excuse. Qui sont-ils? Ils sont universitaires et intellectuels. Vous pouvez me citer un seul ministre qui n'est pas universitaire? Un seul ministre qui n'est pas dans le gouvernement qui est aujourd'hui. Je ne veux pas entrer dans ce débat. On n'a pas présenté les CV de chacun. Non, attends. Les CV, c'est la politique. Je n'ai pas. Mettre ce montant de... Je dis qu'ils sont là. Le faux évolue qu'avec le vrai. Mais au niveau institutionnel, je suis sérieux. L'initiative des lois, c'est au gouvernement et au Parlement. Le Parlement de mon pays ne met pas un plan émergent. C'est là où il y aura la science et la technologie au XXIe siècle. C'est-à-dire, il faut mettre un plan. Le Premier ministre de mon pays n'arrive pas à mettre un plan pour veiller que dans 10 ans, le pays sera à tel sort. Le PIB. Alors, c'est le cadre, ce n'est pas les universités. C'est le gouvernement d'un pays et le Parlement. Alors, le gouvernement et le Parlement seraient dans la somnolence de ne pas faire un plan d'émergence. S'il y a des économistes, ils savent que l'annualité budgétaire n'amène pas un pays à l'émergence. Alors, un pays a une dimension continentale de 12 pays de l'Union européenne. Mon frère de l'anthropologie, c'est la sociologie, non? Il y a la démographie à l'intérieur. Comment vous n'avez pas identifié un peuple? Quelle projection? Alors, dans ce cas, le pays a un problème. Et comme le pays a un problème, ce n'est pas un problème d'homme avec Maître Patilène de moi, non? C'est un problème d'organisation. Notre pays, le doyen Kapanga a dit, on ne gère pas le pays comme une ONG. Il y a budgétisation. Vous avez un programme de territoire qui n'est pas planifié et budgétisé. Alors, il y a un problème sérieux. Alors, tout le monde refuse le sérieux. C'est-à-dire, avoir un plan émergent, avoir fait la science et technologie, où on appelle les universitaires pour faire, pas les états généraux, mais étudier la société en général, secteur par secteur, pour faire la projection. Okay. Alors, nous tous, nous avons le paradigme de Godelier. En amont, vous avez les dirigeants. En aval, vous avez les dirigés. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le consentement du dominé à sa propre domination. Et donc, si les gouvernants n'arrivent pas à mettre ce plan, les gouvernés ne font pas pression. Et ce qui fait qu'on consent nos dirigeants et nous sommes ce que nous sommes. C'est-à-dire, notre société, s'il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de route. C'est-à-dire, nous tous nous consentons que et nous méritons les mêmes dirigeants par rapport à notre manière de vivre. Donc, nous sommes ce que nous sommes par rapport à eux. C'est nos meilleurs dirigeants. Et nous aussi, on consomme. Ils doivent nous gouverner comme ça parce que ça on n'a pas d'étoile. OK? On n'a pas d'étoile.
il n'y a pas d'éliminé. Alors, madame... Non, il n'y en a pas. Merci. On fait la même chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Noël, pour la parole. Votre question était de savoir si les universitaires travaillent avec le gouvernement. Vous savez, si le gouvernement travaille avec les universitaires. Un universitaire, je regarde. Avec les universités ou les universitaires. Bon, les universités sont des cadres de réflexion, des cadres de recherche, et c'est dans les universités qu'on réfléchit sur des grandes réformes. En principe, le gouvernement devrait consulter les universités, parce que quand vous lisez des articles dans des journaux, dans des revues, vous voyez, selon l'étude faite par une université. Donc l'université a cette capacité de faire des recherches qui peuvent aider le gouvernement à bien diriger. Mais malheureusement, nos universités aujourd'hui ont un problème. Est-ce que nos universités sont écoutées par les gouvernants? Puisque c'est la politique qui tient tout en l'état. Est-ce que nos universités sont écoutées? Est-ce que les chercheurs de nos universités ont-ils les moyens pour avancer dans leurs recherches? Regardez l'environnement dans lequel nous vivons. Un chef de travaux, un anthropologue, je ne sais pas moi quoi. Quand il se réveille le matin, le problème c'est d'abord chercher à manger. Il va faire les recherches quand? Nous vivons dans un environnement où c'est la pauvreté qui nous mine. On n'a pas le temps à faire des recherches. Parce que l'intellectuel, c'est celui qui travaille avec l'intellect. On peut être universitaire, mais on n'est pas intellectuel. Un intellectuel, il a l'intelligence, il peut développer l'intelligence pour résoudre un problème de la société. Tandis qu'un universitaire, il encaisse des diplômes, il peut avoir 14, 20 diplômes, il peut même acheter des diplômes. Nous avons ici dans notre pays beaucoup d'universitaires. Si on pouvait faire le lien entre le développement d'un pays et le nombre des universitaires, le Congo allait se développer. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous avons autant d'universitaires, mais le pays reste toujours dans l'état où il est en train de se développer lentement. C'est-à-dire, il ne suit pas un rythme accéléré de développement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la faute des universitaires ou c'est la faute du politique? Puisque l'universitaire, il a des diplômes, la connaissance. Mais pourquoi le pays n'avance pas? Où est le poste? C'est le système dans lequel nous évoluons, parce que quelqu'un peut avoir son diplôme, il a aussi l'intelligence, mais il évolue dans un système miné par la corruption, miné par les antivaleurs. Vous croyez que même s'il vient de Sorbonne, même s'il vient de Harvard, mais étant donné qu'il est dans un système qui n'est pas propice pour qu'il puisse montrer le meilleur de lui-même, il ne peut pas contribuer à l'émergence de la nation. Bien dit. Donc, nous ne sommes pas condamnés à vivre éternellement dans cette situation-là. Non, ce pays va changer. Il faut une révolution. Ce pays va changer. Prenons par exemple l'exemple, quand on dit le nivellement de l'intellectuel congolais par la politique. Les comités qui est en train de négocier avec les membres de l'État d'Afrique de l'Est et qui négocient avec le groupe rebelle. Dans ce bureau d'études-là, ou dans ce panel-là, est-ce qu'il y a un historien? Est-ce que dans ce panel, il y a un géographe? Est-ce qu'il y a un anthropologue? Est-ce qu'il y a un sociologue? Non. Et pourtant, ce sont des personnes importantes à être là, à participer dans la négociation. Vous êtes des gouvernants. C'est ça qui tue le pays. Le nivellement. Tout ce qui compte, c'est ça. Il n'y a pas les internationalistes. Il faut un les clientélismes et les militants. Nous n'avons pas terminé. Nous n'avons pas terminé. Dans tout le cas, nous devons faire un effort pour que le pays change. Nous devons faire un effort pour que les gouvernements désormais commencent à travailler avec les universités. Bon. Voici les problèmes qui se posent. Aujourd'hui, on est en train de discuter sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. On n'a pas consulté les universitaires pour qu'ils puissent aider. On demande par exemple à Lubumbashi. À Lubumbashi, nous avons tel problème. Est-ce que vous pouvez nous trouver une solution pour ça? Kisangani, nous avons tel problème dans le domaine. Est-ce que nous pouvons avoir une solution? À l'UPN, voici les problèmes qui se posent. L'UPN, trouvez-nous une solution. Nous vous donnons par exemple 1 mois pour ça. Et si on peut faire des choses comme ça, dans quelques 6 mois, les choses commencent à changer. Oui, je ne crois pas. Alors,
la semaine prochaine, si Dieu le veut, Il le voudra. Les intellectuels. si Dieu le veut, Il le voudra, Noël. nous allons parler du Congo qui exporte toujours brut. Les minéraux. Brut. Tout. Tout. Les grumes, vous voyez comment ça passe? Tous les soirs. Brut. Les oranges viennent du Congo. Tout. En brut. Réfléchissez. Alors, le consommateur congolais est-il protégé? Est-ce que les consommateurs est-il protégé? Et nous n'avions pas abordé le problème d'enrôlement des enfants. La CENI nous a promis d'être avec nous. Le directeur de communication de la CENI nous a dit qu'ils allaient être avec nous. Ils ne sont pas arrivés. Nous n'avons pas abordé ce problème, mais nous devons l'aborder parce que ça nous concerne. Enrôlement des mineurs dans la zone 3. Merci, mes chers amis. Merci. Merci à vous aussi. Espérons que vous ne s'aimez pas dans les déserts. Mesdames et messieurs, nous avons terminé pour aujourd'hui. Nous remercions l'équipe technique, comme la réalisation aussi. Et nous vous disons merci de votre particulière attention pour l'émission, qui désormais passera sur YouTube dès la semaine prochaine. Et nous pensons aussi que les autorités de la maison vont essayer de voir, si possible, de refaire l'horaire pour que l'émission passe un peu plus avant, au lieu d'attendre 22 heures. Parce que quand il est 22 heures à Kinshasa, il est 23 heures à l'est du pays. Le courant part souvent. Et en ce moment-là, l'obscurité totale règne sur toute l'étendue du territoire national. Mais pourquoi pas la une? Merci. Et à la prochaine. Naboyokani bodiso na tebo, kokiwa bayeka unité kosi.